Bonjour à tous. Dans le module d'aujourd'hui, nous allons voir deux choses différentes. Dans la première partie, nous parlerons de l'hydromètre et de la mesure du niveau d'eau et du débit. Les informations hydrométriques sont fondamentales pour la planification, l'exploitation et la gestion des ressources en eau, ainsi que pour la protection contre les inondations. Comme le débit peut avoir un impact sur la qualité de l'eau et surtout sur la gestion des inondations, il existe plus de 2000 stations hydrométriques au pays. Enfin, dans la seconde partie de ce module, nous découvrirons quelques ouvrages hydrauliques dont les déversoirs, les vannes et les dissipateurs d'énergie. Nos objectifs pour ce module seront de comprendre ce qu'est la vélocimétrie et les techniques usuelles de mesure du débit. Nous verrons ensuite comment les seuils peuvent être utilisés en pratique pour mesurer un débit. Par la suite, nous parlerons un peu des dissipateurs d'énergie, des vannes et de l'écoulement d'un réservoir dans un canal court. La vélocimétrie est la mesure de la vitesse d'un écoulement. Il existe plusieurs techniques pour mesurer la vitesse ou le débit. Nous allons voir 4 types de méthodes. La méthode de mesure directe, les méthodes de vitesse zone, soit les méthodes du flotteur, méthode des courantomètres, méthode acoustique Doppler et méthode électromagnétique. Nous allons voir les méthodes de constriction formée, telles que les méthodes de déversoir avec des seuils et des méthodes flume, et les méthodes de mesure sans contact, telles que les méthodes de télédétection et vélocimétriques par image de particules. Pour la méthode directe, on enregistre le temps nécessaire pour remplir un récipient d'un volume connu et on utilise cette information ultérieurement pour calculer le débit moyen. La mesure est simple. Il suffit de placer un récipient d'un volume connu à la sortie d'eau pour capter toute l'eau qui s'écoule et de mesurer le temps pendant lequel le récipient se remplit. Cette méthode est applicable pour des décharges très faibles. Elle est davantage utilisée en laboratoire. Nous avons ensuite diverses méthodes de zone de vitesse, telles que la méthode du flotteur, des courantomètres à hélice, électromagnétique, acoustique Doppler. Voyons chaque méthode un peu plus en détail. La méthode du flotteur consiste simplement à faire flotter un objet quelconque sur la surface de l'eau et de noter la distance parcourue ainsi que le temps. Nous avons utilisé cette méthode dans le laboratoire de l'affouillement autour d'un pilier de pont. La méthode de courantométrie à hélice consiste à mesurer la vitesse de rotation d'une hélice qui est calibrée préalablement. De cette manière, on obtient une relation entre la vitesse de rotation et la vitesse de l'écoulement. Cette méthode est très simple à utiliser, mais elle présente certains désavantages. En effet, elle ne fonctionne pas très bien pour de faibles débits ou encore dans les endroits où il y a des obstructions de l'écoulement. La méthode électromagnétique utilise le principe de Faraday, disant qu'un fluide qui passe dans un champ électromagnétique crée un voltage proportionnel à sa vitesse. Dans cette méthode, un champ magnétique est appliqué à la rivière de comptage. Cela se traduit par une différence de potentiel proportionnelle à la vitesse d'écoulement et perpendiculaire aux lignes de flux. Finalement, la méthode du vélocimètre acoustique de Doppler consiste à déterminer la vitesse d'un écoulement en utilisant l'effet de Doppler, c'est-à-dire le décalage de fréquence d'une onde. Quoique dispendieuse, cette technique comporte plusieurs avantages par rapport aux autres dont nous avons discuté précédemment. Il existe même des équipements permettant de tracer le profil de la vitesse en 3 dimensions en utilisant l'effet de Doppler. Encore une fois, il s'agit d'équipements très dispendieux, mais ils nous permettent de pousser nos analyses un peu plus loin. Nous parlerons beaucoup de seuils dans les méthodes de constriction formée. Ils peuvent prendre différentes formes géométriques et couvrir le canal complètement ou partiellement. Leur objectif principal est de mesurer le débit d'écoulement. Ici, nous pouvons voir un seuil couvrant toute la largeur du canal à gauche, ainsi qu'un seuil contracté sur une partie de la largeur à droite. Le débit au-dessus d'un seuil peut être calculé à partir de l'équation de l'énergie. Habituellement, il faut appliquer un coefficient empirique pour trouver le débit réel.
Ce coefficient dépendra des caractéristiques géométriques et matérielles du seuil ou de l'orifice. Voici la démonstration permettant d'estimer le débit. Ici, on assume une pression atmosphérique sur toute la profondeur d'écoulement du seuil sortant. En outre, l'équation de Bernoulli s'applique le long d'une ligne de courant et la sommation s'effectue sous forme d'intégrale, ce qui nous permet d'obtenir une expression pour le débit total. Un certain nombre de formules empiriques de débit ont été développées et incluent le coefficient CD, comme par exemple dans l'équation de White. Celle-ci nous permet de trouver le débit au-dessus d'un seuil rectangulaire. Il est à noter que l'équation n'est valide que pour certaines valeurs limites de profondeur et d'auteur de seuil. Voici un exemple pour mettre en pratique les concepts que nous avons vus jusqu'à maintenant. Un long canal de 1,5 m de large se termine par un seuil rectangulaire qui s'étend sur toute la largeur du canal. La crête du seuil est à 300 mm au-dessus du lit du canal. Si la station qui mesure la profondeur note une profondeur de 400 mm au-dessus de la crête du seuil, estimez le débit. D'abord en utilisant la vitesse d'approche, ainsi qu'un alpha égale à 1,1 et un c égale à 0,7, et ensuite en utilisant la formule de White. Commençons avec la vitesse d'approche. Nos calculs vont suivre un processus itératif. Ici, pour la première itération, nous allons assumer que la vitesse U1 est égale à 0. Ainsi, la formule pour le débit est simplifiée et il sera possible de trouver une première valeur estimative du débit, qui sera de 0,784 m3 par seconde. À l'aide de l'aire de la section, nous pourrons estimer une nouvelle vitesse U1 améliorée et on répète les calculs afin de converger vers la bonne réponse. Ainsi, après 3 itérations, nous avons un débit de 0,875 m3 par seconde et un débit de 0,878 m3 pour la quatrième itération. Ces deux valeurs de débit étant relativement proches, nous pouvons dire que la solution a convergé. Le débit final sera donc de 0,878 m3 par seconde. Pour la partie B, nous allons utiliser l'équation de White pour laquelle nous connaissons tous les paramètres. En effectuant les calculs directement à partir de l'équation, nous obtenons un débit de 0,807 m3 par seconde. Voyons maintenant une autre équation pour calculer le débit au-dessus d'un seuil. Ici, il s'agit d'un seuil triangulaire. Encore une fois, en partant de l'équation de l'énergie, nous pouvons obtenir une expression nous permettant de calculer le débit s'écoulant au-dessus du seuil. Le tout en fonction des caractéristiques géométriques de celui-ci et de la profondeur d'écoulement par rapport au bas du seuil. Notons qu'ici, le coefficient CD dépend de l'angle du seuil ainsi que de la profondeur d'écoulement petit h. Pour les déversoirs à seuil épais, nous avons déjà vu que pour un écoulement critique au-dessus d'un déversoir, l'équation de l'énergie se simplifie et peut être exprimée comme la sommation de l'énergie potentielle H1 et de l'énergie cinétique. Cependant, cette équation assume qu'il n'y a pas de perte d'énergie. La perte d'énergie peut être estimée à l'aide d'un coefficient de débit, CD, qui dépend de la profondeur d'écoulement H1 ainsi que de la profondeur du seuil PS. Ainsi, le débit réel peut être calculé en tenant compte des pertes d'énergie. Voici un deuxième exemple. Un déversoir a une aire de 100 000 m². L'écoulement du réservoir passe au-dessus d'un déversoir à seuil épais ayant les dimensions suivantes. Estimez le débit au-dessus du déversoir si le niveau du réservoir est situé à 1 mètre au-dessus de la crête du déversoir.
Commençons par calculer le débit en utilisant les équations que nous venons de voir. Les caractéristiques du déversoir sont résumées ici. Connaissant H1 et PS, nous pouvons calculer le coefficient du déversoir CD. En appliquant l'équation vue précédemment, nous obtenons un CD de 0,891. De plus, en utilisant les équations pour le calcul du débit, on trouve un débit en fonction de la profondeur totale Y. En exprimant le volume total du réservoir en termes d'air et de profondeur Y, et en intégrant les deux côtés de l'expression pour les bornes mentionnées dans l'énoncé, soit 1 mètre comme profondeur initiale et 0,5 m comme profondeur finale, il est possible de trouver que le temps requis est de 3635 secondes. Les canaux de Venturi sont aussi régulièrement utilisés pour créer un écoulement critique. La procédure d'obtention des équations est similaire à celle des déversoirs. On débute avec l'équation de l'énergie et on isole le paramètre d'intérêt, soit le débit pour ici. Dans le cas des canaux de Venturi, nous avons souvent deux coefficients reliant le débit réel au débit idéal, soit CV et CD, tel qu'on peut le voir dans l'équation ici. Voyons maintenant une dernière méthode de vélocimétrie, la méthode de mesure sans contact. Pour gérer une rivière, la quantité d'eau, et donc le niveau d'eau débit, doit être enregistrée en permanence. La détermination exacte du débit est importante, en particulier lors de situations extrêmes comme des inondations. Il faut une installation sécurisée avec des capteurs à un endroit où ils ne peuvent pas être endommagés avec des débris ou du bois flotté, et ce pour éviter tout dommage ou panne des capteurs. Il faut aussi que l'installation et la mise en service soient faciles et économiques. Voici ici une vidéo nous montrant l'installation d'un système au-dessus de la rivière, à l'abri des crues et des inondations. Avec ce genre d'équipement, des données précises sur les débits sont disponibles, même lors d'événements extrêmes. Les méthodes de télédétection peuvent être classées en deux techniques, le radar et le satellite. Pour le système radar, le radar mesure le débit en déterminant les vitesses à la surface de l'eau. Les vitesses de surface sont déterminées grâce à la détection des signaux radar réfléchis par les ondes de surface. Les réflexions sont évaluées en utilisant le principe de Doppler. En utilisant une mesure de niveau supplémentaire et en tenant compte de la forme connue du canal, il est possible de calculer avec précision le débit. Quant au système satellitaire, la méthode de télédétection peut être utilisée pour estimer le débit de la rivière depuis l'espace. Bien qu'il ne soit pas conçu à cet effet, ce sont des sources de données très fiables pouvant être utilisées comme outil d'aide à la décision basés sur la connaissance. Ces capteurs satellitaires sont de plus en plus utilisés en hydrogéologie et en hydraulique, et donc les résultats sont assez probants, en particulier pour des sites insuffisamment surveillés. L'équipe de recherche actuelle de Hossein Bonagdari a souligné à de nombreuses reprises ce point dans plusieurs articles. Il existe aussi une méthode plus avancée et innovante pour mesurer les vélocités dans un canal. Il s'agit de la vélocimétrie par image de particules ou PIV. C'est une technique de mesure optique non intrusive permettant d'obtenir des mesures vectorielles de vitesse instantanée dans une section transversale d'un écoulement, tel qu'on peut le voir sur la figure ici. Voyons à présent les déversoirs. Les déversoirs peuvent inclure des vannes et des bouchons fusibles pour réguler le débit d'eau et le niveau du réservoir. De telles caractéristiques permettent à un déversoir de réguler le débit en aval en libérant de l'eau de manière contrôlée avant que le réservoir ne soit plein. Ces opérations peuvent empêcher un rejet trop important plus tard. Les déversoirs sont des structures qui font soit partie d'un barrage,
soit qui se trouvent juste à côté d'un barrage. Ils sont utilisés lorsqu'un réservoir est plein. Cela permet de faire passer les eaux de crue en toute sécurité de manière contrôlée au-dessus, autour ou à travers un barrage. Il existe de nombreux types de déversoirs. On peut notamment citer les déversoirs à gravité, les déversoirs libres à crête circulaire, ceux à siphon, de chute, à canal latéral ou les déversoirs labyrinthes. Il en existe bien évidemment d'autres. Nous allons en voir quelques-uns dans ce module. Le déversoir ogive, comme son nom l'indique, représente la forme de la face aval du déversoir. Les déversoirs ogives sont les plus utilisés dans les barrages. Ils sont essentiellement constitués d'un chenal ouvert à forte pente avec une crête arrondie à son entrée. Le profil de la crête se rapproche de la trajectoire de la nappe à partir d'un déversoir à crête pointue. La relation du débit pour ce déversoir est de la même forme que pour tous les autres déversoirs, soit la relation 1. C se situe généralement entre 1,6 et 2,3 unités métriques, ou entre 2,8 et 4,1 unités impériales. Lorsque la vitesse d'écoulement est élevée, soit un V plus grand que 30 mètres par seconde, il peut y avoir de la cavitation sur la face du déversoir. Il y a déjà eu plusieurs incidents de cavitation signalés dans les grands barrages. Dans un déversoir libre à crête circulaire, l'eau s'écoule sur une crête de contrôle circulaire au travers une transition dans un puits vertical qui se transforme en un conduit horizontal menant à une sortie en aval du barrage. Vous avez un exemple ici. Les déversoirs libres à crête circulaire sont fréquemment utilisés lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'espace pour un déversoir conventionnel et que les débits de crue ne sont pas extrêmes. Ils sont particulièrement fréquents pour les barrages en remblai, pour de petits bassins versants. Un avantage de ce type de déversoir est que le conduit horizontal peut être utilisé pour détourner la rivière pendant la construction. Un déversoir à siphon est constitué d'un court conduit fermé dont la section longitudinale est courbée comme le montre la diapositive. Lorsqu'il est plein, le point le plus élevé de l'évacuateur se situe au niveau du dessus du liquide dans le réservoir amont, et la pression à ce point devient donc inférieure à la pression atmosphérique. C'est là la caractéristique essentielle du siphon. Un déversoir à siphon doit être auto-amorçant. Lorsque le niveau d'eau dépasse à peine le niveau de la crête, l'eau commence à se déverser et s'écoule sur la pente en aval à peu près de la même manière qu'une simple déversoir en ogive. Au fur et à mesure que le niveau de l'eau monte, l'entrée est isolée de l'atmosphère. Avant de passer au sujet suivant sur la dissipation d'énergie, jetons un coup d'œil à un barrage canadien, le barrage de Revelstoke, qui est un barrage hydroélectrique enjambant le fleuve Columbia en Colombie-Britannique. L'énergie potentielle derrière un barrage est élevée. Quand on ouvre la vanne du déversoir, l'écoulement ne peut pas être rejeté directement dans la rivière en raison des vitesses trop élevées. On met généralement un dissipateur d'énergie et de prévention de l'affouillement à la base du déversoir. Par exemple ici, pour le barrage Revelstoke, nous avons un seau de ski tel que montré sur l'image. Le seau de ski est généralement placé à l'extrémité des déversoirs et des exutoires des hauts barrages pour projeter les écoulements à grande vitesse issus de ces ouvrages. Le jet de sortie se déplace dans l'atmosphère puis pénètre dans un bassin profond qui contribuent tous deux à dissiper l'énergie destructrice du jet. La diapositive suivante montre une courte vidéo du barrage de Revelstoke lorsque les opérateurs ouvrent les vannes. Regardons la vidéo ensemble. Les dissipateurs d'énergie sont habituellement utilisés en aval de déversoirs afin de dissiper l'énergie d'écoulement. Il en existe trois principaux types. Le bassin de tranquillisation, le seau de ski, comme dans le cas du barrage de Revelstoke, et le déflecteur submergé.
Les bassins de tranquillisation permettent de créer un ressaut hydraulique pour dissiper l'énergie. Lorsque l'on fait le design des bassins de tranquillisation, il faut faire attention au nombre de froudes, à la vitesse, ainsi qu'à la profondeur en aval du bassin. Il existe trois principaux types de bassins établis par USBR. Les caractéristiques de chacun sont présentées ici. Le type 1 est un bassin de tranquillisation avec un ressaut hydraulique classique. Il n'est pas présenté ici. Sa section transversale est rectangulaire et le lit horizontal est lisse. Ce type de bassin est adapté pour de faibles nombres de froudes. Lorsque le nombre de froudes est supérieur à 4,5, le bassin de tranquillisation de type 2 ou de type 3 est mieux adapté. Dans le type 3, une série de blocs de chute est placée à l'amont du bassin pour garantir un début de saut et séparer le jet entrant en plusieurs jets. On trouve à la fin des seuils continus ou dentelés, conçus pour forcer le saut à se produire à l'intérieur et à ne pas se déplacer en aval du bassin. La longueur du bassin de type 3 est inférieure à celle du type 2. Celle du type 2 est approximativement égale à 4,35 Y3, alors que celle du type 3 est de 2,75 Y3. La profondeur d'eau en aval requise est de Y3. Le type 2 est plus adapté aux vitesses de plus de 20 mètres par seconde et évite le phénomène de cavitation pouvant se produire dans le type 3 pour les vitesses élevées. Dans le bassin de tranquillisation de type 4, les blocs déflecteurs sont ajoutés pour diffuser le jet entrant et mélanger les jets dans la masse d'eau du bassin. Le bassin de tranquillisation de type 4 a un nombre de froudes entrants qui varie entre 2,5 et 4,5. Pour plus de détails, vous pouvez cliquer sur le lien USBR au bas de la diapositive. Voyons un exemple pour créer un design de bassin de tranquillisation. Ici, il faut faire le design d'un déversoir à gravité et d'un bassin de tranquillisation afin d'avoir un écoulement de 2100 m3 par seconde qui puisse s'y écouler. Vous avez les différentes caractéristiques écrites ici. Voici ce qu'il se produit autour du déversoir. Pour compléter le design, nous devons trouver le type de déversoir, sa largeur ainsi que sa longueur grâce aux notions apprises dans les diapositives précédentes. En appliquant l'équation pour le calcul du débit, qui est connue, nous pouvons résoudre l'équation pour trouver la largeur du déversoir B, soit de 65 mètres. Par la suite, on utilise l'équation de l'énergie entre les points 1 et 2 afin de déterminer le nombre de froudes au point 2. Ceci va nous aider à déterminer les paramètres du ressaut hydraulique. Ensuite, à l'aide de l'équation de l'énergie, on trouve que la profondeur au point 2 est de 1,2 m. On fait cela par simple itération. La prochaine étape consiste à trouver la vitesse ainsi que le nombre de froudes. On obtient une valeur de 7,85 pour le nombre de froudes avec une vitesse de 26,9 mètres par seconde, ce qui correspond à un bassin de type 2. Pour la dernière étape, il suffit de calculer la profondeur conjuguée, soit Y3, en utilisant la profondeur au point 2 ainsi que le nombre de froudes trouvés. Nous trouvons une profondeur en aval de 12,72 mètres. Nous pouvons aussi calculer la longueur du bassin correspondante, qui sera égale à 4,3 fois la profondeur Y3, soit approximativement 55 mètres. Les vannes de contrôle permettent de réguler la décharge. Elles se présentent sous plusieurs formes. Ici, nous pouvons voir un exemple de vanne verticale à gauche et radiale à droite. En partant de l'équation de l'énergie, il est possible de dériver une formule pour calculer le débit en prenant en considération les profondeurs en amont Y1 et en aval Y2 de la vanne.
Notons que le coefficient de contraction CC pour les vannes verticales peut être pris comme étant de 0,61, c'est-à-dire que la profondeur d'écoulement après la vanne verticale est approximativement de 61% de la valeur d'ouverture. Pour les vannes radiales, le coefficient dépend de la position angulaire de l'ouverture et il est calculé avec l'équation 1 au bas de la diapositive. Ici, θ est l'angle que forme la tangente de la vanne avec l'horizontale, tel qu'illustré sur la figure. Lorsque la profondeur en aval de la vanne est trop grande, le ressaut devient submergé comme on peut le voir sur la figure. Dans un tel cas, il est possible d'établir une relation entre la profondeur Y1 en amont de la vanne et la profondeur Y qui correspond à la profondeur à l'endroit du ressaut. Pour ce faire, on utilise l'équation de l'énergie comme illustrée ici. Veuillez porter une attention particulière à la façon dont les profondeurs Y1, Y2, Y3 et Y sont définies dans ce cas pour le cas d'un ressaut submergé. Pour terminer ce module, voyons le cas d'un réservoir dans un long et court canal. Dans certaines situations, nous pouvons avoir un réservoir qui s'écoule dans un canal, comme illustré sur la figure ici. Les paramètres de l'écoulement seront alors déterminés selon le type de pente du canal. Pour un canal ayant une pente abrupte, l'écoulement devient critique à l'entrée du canal afin de maximiser le débit. L'écoulement est contrôlé de l'amont et donc nous devons utiliser l'équation de l'énergie entre la surface du réservoir et l'entrée du canal pour déterminer le débit. Pour un canal à pente douce, l'écoulement est contrôlé de l'aval. Si le canal est long, le point de contrôle en aval correspond à la profondeur normale Yn. Donc, nous devons utiliser les équations de Manning et de l'énergie pour trouver le débit. Voyons un exemple ensemble. Un long canal rectangulaire de 3 mètres de largeur est connecté à un réservoir. La surface de l'eau dans le réservoir est située à 2 mètres au-dessus du lit du canal. Le coefficient de Manning est de n égale à 0,013. Calculez le débit dans le canal si la pente du canal est de S0 égale 0,001 et pour le point B, S0 égale 0,005. Dans cet exemple, nous nous attendons à avoir un cas de pente douce et un autre cas de pente abrupte. Voici un schéma représentant visuellement ce qui se passe dans chacune des deux situations. Pour la pente abrupte, il y aura une transition en passant par un écoulement critique. Pour la pente douce, l'écoulement tendra vers la profondeur normale qui est plus grande que la profondeur critique. L'écoulement sera donc contrôlé par l'aval. Si on pose l'équation de l'énergie entre le réservoir et la pente, nous voyons que le terme de vitesse dans le réservoir peut être négligé dans les calculs. Nous pouvons directement calculer la profondeur critique pour un canal rectangulaire en assumant qu'il n'y a pas de perte d'énergie dans la transition. Puisque l'énergie spécifique dans le réservoir équivaut à la profondeur, soit 2 mètres, on peut dire que la profondeur critique correspondante sera de 1,33 mètres. Le débit unitaire et le débit total sont alors de 4,8 mètres carrés par seconde et de 14,4 mètres cubes par seconde, respectivement. Afin de trouver le type de pente, nous devons calculer en premier la pente critique, qui nous donne 0,0035. Nous voyons donc que la pente de 0,001 est douce, tandis que la pente de 0,005 est abrupte. Maintenant, pour la pente abrupte, nous savons que l'écoulement doit passer par la profondeur critique. Donc le débit correspondra au débit calculé précédemment, soit 14,4 m3 par seconde. Pour la pente douce, l'écoulement passera par la profondeur normale, qui est supérieure à la profondeur critique, et donc
le débit sera contrôlé par la profondeur normale en aval. En utilisant le concept de conservation d'énergie spécifique entre les points 1 et 2, nous trouvons une profondeur normale de 1,77 m et un débit correspondant de 11,25 m3 par seconde. Maintenant, pour un court canal, s'il s'agit d'une pente abrupte, la longueur du canal n'est pas importante puisque l'écoulement est contrôlé de l'amont. Pour un canal à pente douce, on commence par calculer la distance horizontale L requise pour passer de la profondeur critique YC à 99% de la profondeur normale YN. Si le canal est plus petit que la longueur L, alors il est considéré comme court. Terminons par un exercice. Un canal rectangulaire de 3,65 mètres de largeur est connecté à un réservoir. La surface de l'eau dans le réservoir est située à 2,45 mètres au-dessus du lit du canal. Le coefficient de Manning est de n égale 0,014 et la pente du canal S0 est de 0,001. Calculez le débit dans le canal si le canal est suffisamment long et si la longueur du canal est de 290 mètres. Commençons avec le cas d'un canal long. Ici, on sait que l'écoulement va tendre vers la profondeur normale en aval. Comme pour l'exemple 4, l'énergie spécifique est prise au-dessus du réservoir où le terme d'énergie cinétique est de 0. Donc, l'énergie correspond à la profondeur dans le réservoir, soit 2,45 mètres. Afin de vérifier qu'il s'agit bien d'une pente douce, il faut calculer la profondeur, le débit et la pente critique. En comparant les deux pentes, nous pouvons conclure qu'il s'agit bel et bien d'une pente douce. Pour un canal long, c'est-à-dire à pente douce, on utilise l'équation de Manning et l'équation de l'énergie pour trouver la profondeur normale de 2,19 mètres ainsi que le débit qui sera de 18 mètres cubes par seconde. La prochaine étape sera de déterminer la longueur requise du canal afin que l'écoulement atteigne 99% de la profondeur normale. Rappelez-vous, si le canal est suffisamment long, nous aurons un écoulement critique à la sortie du canal, c'est-à-dire au point de contrôle. Par contre, si le canal est trop court, il faudra revoir le profil en entier à partir du point de contrôle à la sortie jusqu'à l'entrée de celui-ci, car il est possible que la profondeur ne soit plus équivalente à la profondeur normale YN. Nous pouvons utiliser la méthode standard afin de déterminer le type de canal. La profondeur critique et 99% de la profondeur normale sont de 1,354 et 2,168 mètres, ce qui nous donne une différence de delta Y de 0,814 mètres. En utilisant l'équation de la méthode standard pour les écoulements graduellement variés, nous trouvons une distance delta X de 1471 mètres. Donc, le canal dans la partie B, qui était seulement de 290 mètres, ne sera pas assez long. Nous allons devoir revoir le profil d'écoulement de ce canal, et ce, à partir du point de contrôle, c'est-à-dire à la sortie du canal, à 290 mètres du réservoir initial. L'écoulement est contrôlé par la profondeur en aval, c'est-à-dire YC, à la sortie du canal. Mais on n'aura pas le même YC, qui était de 1,354, parce que ça correspondait à une longueur de L égale 1471 mètres pour un écoulement qui se développait complètement, tel qu'illustré sur la figure de gauche. Il faudra donc trouver une nouvelle profondeur critique qui correspondra aux paramètres du canal en question, comme sur la figure de droite. Pour trouver la profondeur critique d'un canal de 290 mètres de longueur, on commence par assumer des valeurs de YC
et on calcule la longueur correspondante requise pour atteindre la profondeur normale en amont. On fait ça jusqu'à converger à une longueur de 290 mètres. Si on analyse la figure de droite, on voit d'emblée que la profondeur critique sera supérieure à la profondeur calculée pour un canal long. Il faudra donc prendre des valeurs de YC supérieures à 1,35 m. Essayons une première itération à YC qui vaut 1,5 m. On obtient ainsi un débit unitaire de 5,75 m² par seconde, ce qui donne une profondeur normale de 2,048 m. En vérifiant la distance ΔX entre les profondeurs normales et critiques, on trouve une longueur de 191 mètres, ce qui est insuffisant puisqu'on cherche à obtenir une longueur de 290 mètres. Il faut donc tenter une nouvelle valeur de profondeur critique. Essayons avec YC qui vaut 1,47 m. En répétant les mêmes étapes, on trouve un débit unitaire de 5,582 m² par seconde et une profondeur normale de 2,09 m. En utilisant la méthode directe, on trouve une distance ΔX de 288,8 m, ce qui est très proche de 290 m. On assume donc que les valeurs calculées correspondent aux profondeurs d'écoulement et on calcule le débit résultant qui sera de 20,37 m3 par seconde. Regardons un exemple de calcul avec la méthode directe. Nous commençons par établir 10 intervalles de profondeur de 0,062 m chacune puisque la variation de profondeur totale est de 0,62 m. La prochaine étape est de trouver l'énergie spécifique à chacun des deux points. Au point 1, nous avons 2,452 et au point 2, nous avons 2,414 mètres. On trouve de la même manière la pente de friction SF aux deux endroits, ce qui nous donne 0,014 et 0,0016 pour Y1 et Y2. En prenant la moyenne des pentes de friction, on obtient 0,015. On va utiliser cette valeur pour calculer la distance ΔX entre les points 1 et 2. On trouve une distance de 78 mètres. Pour le deuxième pas, il s'agit de répéter le même processus entre les points Y2, donc à 2,028 mètres, et Y3 à 1,966 mètres. Tel que nous l'avons vu précédemment, cette méthode peut facilement être programmée dans un tabulateur pour accélérer le processus de calcul. Voici ce qui termine notre module 13. Bonne journée à tous et bon travail!